Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du projet PESM, Pôle d'excellence des sports de montagne. Je suis Charline Zigne, accompagnée de ma collègue Romane Valigna de l'agence Démopolis Concertation, et nous accompagnons la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc dans la concertation de ce projet. Donc interviendront ce soir Madame Beaufour, vice-présidente en charge du sport à la communauté de communes et conseillère municipale à la mairie de Chamonix, et probablement Monsieur Fournier en fonction des petits problèmes de connexion. Avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire et quelques règles pratiques. Donc, le webinaire se déroulera avec une première partie de présentation de 18h30 à 19h, présentation du projet. Un deuxième temps de 19h à 19h25 de questions-réponses. Et de 19h25 à 19h30, un petit mot de conclusion et nous clôturerons ce webinaire à 19h30. Quelques petites règles également et modes d'emploi du webinaire. Les micros et les caméras de tous les participants sont coupés, mais vous pouvez interagir et poser vos questions dans le chat, dans la barre de conversation qui est en haut de votre écran, à tout moment pendant la réunion, et l'ensemble des questions seront comprises lors de la séquence de questions-réponses à partir de 19h. Nous comptons donc à tous sur votre écoute attentive, un langage respectueux et surtout des interventions constructives. Madame Beaufour, je vous laisse la main pour démarrer ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup, Charline, et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir tous autour de ce webinaire afin de vous présenter ce beau projet qui est le pôle d'excellence des sports de montagne. Je suis accompagnée d'Alain Richier qui pourra peut-être rajouter certains points sportifs. Je tiens sur les aspects sportifs. Je tiens à excuser Éric Fournier, président de la communauté de communes, qui, malgré quelques tentatives, c'est ce qui d'ailleurs nous vaut un peu de retard, malgré toutes les tentatives qu'il a essayé de faire, n'a pas une connexion suffisamment stable pour être avec nous ce soir. Eh bien, par conséquent, je serai là pour exprimer, pour vous présenter ce projet et pour répondre à vos questions avec Alain. Eh bien, on peut démarrer la première diapositive, je pense, Charline. Donc, voilà, un petit peu d'histoire. Je pense que vous êtes nombreux à bien connaître cette vallée, mais c'est vrai que nous sommes dans une vallée sportive et c'était important pour nous de démarrer par le début et par le commencement. En effet, entre la création du club des sports alpins, qui est le premier nom du club des sports, en 1905. Ce sont des dates qu'il est toujours intéressant de se remémorer. 1910, la naissance du club de hockey, donc le Hockey Club de Chamonix. Et 1924, on l'a fêté l'année dernière, le centenaire des JO, donc 1924, les premiers JO d'hiver à Chamonix, qui fait ainsi entrer Chamonix comme on peut le mettre dans la légende. Mais nous sommes, vous le savez tous, nous sommes dans une vallée qui est profondément sportive, avec aujourd'hui 5500 licenciés de Servoz à Valorcine, au sein de toutes nos sections, des 25 sections du club des sports de Chamonix, mais aussi au sein des sections de ski qui sont basées sur Servoz, Les Ouches, Argentières, et même Valorcine. Donc 40% de la population qui pratique un sport, avec une moyenne qui est 3 fois supérieure à la moyenne nationale, et des équipements qui sont devenus vétustes. La patinoire Richard Boson, qui est un lieu de vie multisport, avec aujourd'hui des licenciés qui font à la fois un club de hockey mineur et hockey loisir qui comprend plus de 400 licenciés, du patinage artistique, du curling, avec plus de 500 licenciés. Cette patinoire qui date de 1962, qui est devenue ultra vétuste, que l'on maintient avec des bouts de ficelle, dans laquelle on est obligé de remettre je n'ai pas de son. Vous gérez le son, Charline? J'ai vu un. Oui. Donc,
une patinoire qui est ultra vétuste. On a des matchs certains soirs qu'on est obligé d'arrêter. On ne sait pas si on les redémarre. On a des problèmes à la fois sur le... Entend-il bien? Ah, pardon, je suis en train de dire ce que je ne devrais pas lire. Bon, je vous laisse gérer la technique. En effet, cette patinoire, aujourd'hui, on la maintient avec des bouts de ficelle. Il est impératif de la changer. Elle est ultra prise. Elle est énergivore. Elle fonctionne de 6 heures le matin à 23 heures le soir. C'est un réel problème pour la distribution de la glace. Il est grand temps de faire quelque chose sur cette patinoire. Par ailleurs, Chamonix, berceau de l'escalade, eh bien aujourd'hui comment dire, on a, je pense, de tellement beaux espaces à l'extérieur pour grimper que Chamonix n'a jamais eu sa propre salle d'escalade disponible au public. Donc, en effet, il est grand temps aujourd'hui de s'investir dans une salle d'escalade, d'avoir un endroit où on pourra présenter cette magnifique Coupe du Monde d'escalade qui a lieu tous les ans, qui est une des plus belles étapes et qui prend part sur la place du Mont Blanc. Demain, on aimerait, plutôt que d'installer un mur de manière complètement éphémère, on a besoin de pouvoir... ce mur éphémère nous coûte extrêmement cher en termes de fonctionnement. Il est impératif qu'on réduise les coûts de cette Coupe du Monde d'escalade. La future salle, le futur pôle d'escalade devrait pouvoir demain supporter le mur de la Coupe du Monde d'escalade. Donc, en effet, Coupe du Monde d'escalade qui fonctionne depuis les années 2000, qui dure 3 jours, 35 000 spectateurs sur 3 jours. La Coupe du Monde d'escalade, vous l'avez tous vu, c'est une énorme fête, c'est un grand moment sportif, un grand moment d'escalade qu'il nous faut pouvoir pérenniser et qui doit pouvoir s'inscrire avec des coûts de fonctionnement qui sont bien inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, nos infrastructures, je le disais, cette patinoire, elle est vétuste, elle date de 1962, elle est énergivore, elle ne répond plus aux besoins du public. C'est une bataille permanente pour obtenir des heures de glace. On ne répond pas non plus, on devient en termes sanitaires, on a été obligé cet hiver de remettre des WC, on est bientôt plus conforme aux normes. La salle d'escalade public qui n'est pas adapté à la pratique et à l'entraînement, la salle de l'ENSA qui a été refaite aujourd'hui pose problème pour obtenir des heures, pour obtenir des créneaux pour nos jeunes. Il n'y a pas de créneau pour le public. On doit pouvoir répondre. Aujourd'hui, nos chamoniards descendent au Fayet pour aller grimper. Ce n'est pas normal. Donc, face à cette demande, on a besoin pour Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme et de l'escalade, on a besoin de pouvoir créer un bel espace sportif, à la fois patinage, à la fois escalade, qui répondent aux 1000 licenciés qui aujourd'hui sont adhérents au club des sports de Chamonix entre escalade et sport de glace. 1000 licenciés qu'il est impératif de repositionner sur un site digne de ce nom. Donc, une réponse aux besoins et aux obligations. On l'a vu, renouveler les équipements, proposer des créneaux pour les licenciés, bénéficier d'une nouvelle salle d'escalade. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, on vous propose donc sur ce plan, en effet, il manque l'Arve qui est à gauche et qui a perturbé un petit peu les personnes à qui on a présenté il y a 2 jours à EMC2. Vous avez donc l'Arve à gauche et la départementale qui va sur Valorcine sur la droite qui longe la zone verte avec un anneau de vitesse, comme vous pouvez le voir, qui sera reconstruit en lieu et place de l'actuelle glace de l'actuel patinoire Richard Boson. Pourquoi ?
parce qu'il est impératif pour nous de maintenir les sports de glace. Il est impératif de maintenir nos 500 licenciés de la même manière qu'il est impératif de maintenir aussi les jeunes qui vont sur l'anneau de vitesse. Donc, ce qu'il est proposé, c'est dans un premier temps, dès lors que l'anneau de vitesse va être démoli, de reconstruire un anneau de vitesse, un anneau sportif, en lieu et place de l'actuelle patinoire extérieure. Ensuite, dans le projet, vous voyez en vert une patinoire qui est prévue avec 2500 places assises. Aujourd'hui, on est à 2000 places. L'idée, ce n'est pas de faire un bâtiment trop imposant. L'idée, c'est de rendre à Chamonix des infrastructures qui correspondent aux besoins. Donc, on parle bien d'une glace avec 2500 places assises et qui permettra les entraînements de nos jeunes. Vous avez dans la partie bleue toute la zone escalade qui pourra contenir à la fois de la difficulté, du bloc et de voies de vitesse. Vous voyez aussi sur l'extérieur, sur la partie gauche de la zone bleue, en direction du nouvel anneau de vitesse, une zone qui pourra supporter le mur de la Coupe du Monde d'escalade pour sa partie difficulté. Il n'est pas prévu dans ce schéma. On devrait arrêter la partie vitesse, car demain la vitesse va évoluer et on ne saura plus y répondre. Donc on maintient ce qui est nécessaire ce qui est nécessaire pour maintenir la Coupe du Monde d'escalade, c'est-à-dire la partie difficulté, son mur extérieur qui sera à demeure et qui nous permettra demain d'économiser 150 000 € de pose et de dépose de murs d'escalade de la Coupe du Monde. Vous pouvez voir en vert une deuxième glace. Cette deuxième glace a été mise de manière optionnelle, car pour l'instant, les finances, on a été chercher beaucoup de finances, et je pense qu'on peut remercier ici le président de la communauté de communes qui est à pied d'œuvre pour aller chercher d'arrache-pied des finances auprès de nos partenaires. Aujourd'hui, on a des partenaires, on a travaillé avec la région, qui s'est engagé pour 13 millions d'euros. On a travaillé avec le département qui s'est engagé pour 13 millions d'euros. L'État, l'ANS aujourd'hui, qui a des difficultés, qui s'engage pour 1 million d'euros, qui doit on doit continuer à aller chercher, à travailler avec l'ANS et avec l'État pour qu'ils accompagnent mieux ce projet. Le but, c'est de continuer à aller chercher des financements, et on a une dernière étape sur le bloc communautaire et commune Vallée de Chamonix pour aller mettre les financements complémentaires. Le dernier tiers. Le PESM, donc le pôle d'escalade des sports de montagne, c'est bien un seul complexe qui sera le seul complexe en France à regrouper de la glace, de l'escalade et une piste, bien entendu, on ne l'oublie pas, la piste d'athlétisme qui est extrêmement importante, qui sera reconstruite côté donc à la place de l'actuelle patinoire et qui devrait faire une belle ouverture entre la cour du collège et l'esplanade, l'entrée du centre sportif Richard Boson de la piscine. Donc le but, c'est bien d'accueillir, vous l'aurez compris, cet équipement. Il est à destination de nos habitants, à destination de nos jeunes. La politique sportive de la vallée est profondément orientée vers les jeunes et vers l'accessibilité de tous les sports vers les jeunes de la vallée. Et aujourd'hui, le besoin, c'est de leur créer un espace tout à fait correct, que ce soit en patinoire, en patinage et en escalade. Bien entendu, les fédérations
sont présentes sur ce dossier. Nous sommes soutenus par toutes les fédérations, la fédération de hockey sur glace, la fédération des sports de glace, la FFME montagne et escalade, et la fédération de ski, qui est aussi très intéressée par cet équipement, pour sa proximité avec nos pistes nordiques et nos stades de slalom, et l'occupation, le fait de pouvoir être accueillis dans les salles qui seront liées à cet équipement. C'est la première fois que ça existe en France. Là, bien entendu, cet équipement, et il ne faut pas l'oublier, permettra aussi de recréer des cheminements piétons. Je pense particulièrement aux cheminements qui n'existent plus entre le collège et l'Arve, ce cheminement piéton qui permettra de passer, de relier la départementale jusqu'à l'Arve, passant devant la cour du collège, et permettant aussi d'atteindre la note vitesse, des cheminements qui vont pouvoir être faits tout autour de cet équipement. Bien entendu, cet équipement, il sera pourvu de places de parking. L'idée, c'est de pouvoir supprimer les places de parking qui sont aujourd'hui en surface et qui ne sont pas ce qu'il y a de plus beau. Fut une époque, pour les plus anciens, on se souvient des places de parking qu'il y avait sur la place du Mont-Blanc. Elles sont aujourd'hui en souterrain et c'est une bonne chose. Et on se propose de faire exactement la même chose. Donc, on devrait pouvoir créer entre 400 et 600 places de parking supplémentaires qui seront en souterrain et qui permettront à la fois de servir à cet équipement, mais aussi de servir à créer un deuxième parking centre-ville sur Chamonix. Et pour poursuivre, c'est un équipement qui, bien entendu, doit être une aire d'attractivité. Je vous ai parlé des espaces escalade, je vous ai parlé des espaces patinage. Bien entendu, au milieu, on va retrouver un bar-restaurant qui doit être un lieu de vie, qui doit pouvoir permettre à nos chamoniards d'aller voir leurs enfants faire du sport, mais aussi pour tous, et on sait qu'on aime aller voir l'équipe première, l'équipe première qui est en Magnus, qui nous a fait plaisir encore cette année en gagnant de nombreux matchs, et qui aujourd'hui, lorsqu'elle joue les soirs, aujourd'hui elle joue à guichet fermé pendant une bonne partie des matchs. Donc il était important d'augmenter légèrement la jauge de spectateurs de la patinoire. Aujourd'hui à 2000 places, on passe demain à 2500 places. Bien entendu, c'est un équipement qui devra être, d'un point de vue développement durable, éco-responsabilité, cet équipement devra être à la pointe de ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a commencé, c'est ce qu'on a écrit dans le projet. Aujourd'hui, on doit gérer la transition énergétique à l'époque où des villes ferment des patinoires, ferment des piscines, pour des problèmes de fluide et de coût. Il n'est pas imaginable de penser que cet équipement soit un équipement qui soit énergivore. Clairement, le but affiché, c'est d'avoir. Aujourd'hui, on a une patinoire qui est ouverte au Cap Vent, qui coûte énormément en fluide. La collectivité y remet plus d'1 million d'euros tous les ans en subvention d'équilibre. Demain, cet équipement ne devra pas coûter plus que ce que la patinoire toute seule coûte seule en termes de fluide et d'énergie. Cela veut dire qu'on doit avoir un équipement qui doit être impérativement qui doit travailler sur le solaire, sur la géothermie, et tout ce qui est coénergie. De plus, cet équipement, on sait qu'à Chamonix, il y a des années, on a essayé de le faire, on n'a jamais réussi à le faire, mais demain, on doit le faire. Cet équipement, un équipement de glace, lorsqu'on crée du froid, on crée aussi du chaud. Cette chaleur sera récupérée pour la piscine et devra aussi permettre
à la piscine de réduire ses coûts de fonctionnement. Donc, c'est un des gros enjeux de cet équipement, c'est tout ce qui est responsabilité, transition, vous l'avez vu, transition environnementale, responsabilité sociale et gouvernance aussi. C'est un point qu'on doit travailler, la manière dont cet équipement sera demain géré, la gestion de ce document. Vous allez me demander maintenant le calendrier. En termes de calendrier, aujourd'hui, on en est au lancement du projet avec on en est à la concertation volontaire qui a été faite lundi à l'espace EMC2 avec beaucoup de personnes qui se sont déplacées. Un vrai bonheur de cet échange qui est très instructif pour nous et que l'on poursuivra. Le programme qui doit être validé au Conseil communautaire de cet été, ce qui va nous permettre de lancer la démarche de gestion. Non, comment ça s'appelle? J'ai un doute. Le marché global de performance. Merci. Je cherchais mes mots. Le marché global de performance qui doit être lancé, qui va nous permettre de travailler, qui va nous permettre de retenir 3 candidats que l'on fera travailler sur le projet de manière à réduire les coûts et à avoir un projet qui réponde le mieux à nos besoins et aux projets que l'on aura et au programme que l'on aura validé. La construction pourra se faire ensuite, le choix du lauréat se faisant en milieu courant 2026. Les travaux devraient pouvoir commencer sur 28-29 et la construction de la nouvelle piste d'athlétisme se fera dès qu'on aura réceptionné la patinoire. On pourra démolir l'ancienne et reconstruire la piste d'athlétisme dessus, avec, on l'espère, une inauguration de ce pôle d'excellence des sports de montagne en 2030. Si tout va bien, mais on est là pour travailler le sujet. Voilà pour. On a peut-être le président de la communauté de communes en fait qui a pu se connecter, Eric. Bonjour à toutes et à tous. Merci, j'ai entendu les dernières minutes. Merci beaucoup Aurélie d'avoir pu faire cette présentation. Heureusement, la connexion est maintenant à peu près stable et je serai là évidemment pour répondre aux questions éventuelles. Aurélie, as-tu parlé des aspects liés au financement ou souhaites-tu que j'intervienne sur ce sujet ? Alors, tu peux compléter. J'ai évoqué en effet le financement de nos 3 partenaires avec bien entendu la région, le département et l'ANS qui représentent l'État, avec en complément le tout travailler un tiers avec la communauté de communes et la commune de Chamonix. Mais Peut-être juste un mot, parce que je suis dans les murs de la région. Alors, je pensais que la région avait une meilleure connexion que ça, mais c'est ainsi. Juste pour redire quand même quelques éléments sur ce financement. J'entends, et c'est tout à fait légitime, les inquiétudes qui sont portées sur ce sujet. Je voudrais juste rappeler ou informer ceux qui rejoignent le dossier d'un certain nombre d'éléments. Lorsqu'on a commencé à travailler sur ce dossier, il y a maintenant 7 ou 8 ans au moins, nous sommes allés à la rencontre de nos grands partenaires institutionnels. Aurélie les a rappelés, la région, le département et l'État. Dans un premier temps, les choses se sont passées de la manière suivante, c'est que lorsque je suis allé à la rencontre notamment du président du département de l'époque, c'était le prédécesseur de l'actuel, il m'a dit, mais monsieur le maire, il y a un vrai problème, c'est que une demande de financement de rénovation de patinoire, moi j'en ai beaucoup. Donc, si Chamonix me demande rénovation de patinoire, vous allez avoir quelques centaines de milliers d'euros. Et c'est ça qui nous a fait, je pense qu'Aurélie a dû le dire dans son propos introductif, travailler avec à la fois les fédérations, l'ensemble de notre écosystème, pour présenter ce projet qui est global dans ses fonctions, formation, contenu sportif, et évidemment qui s'adresse à la fois à nos
locaux à l'ensemble de nos sections locales, mais qui a évidemment aussi un contenu et un périmètre élargi. Et c'est ça qui nous a valu la capacité à nous inscrire dans le contrat de plan État-région. Je le dis parce que les financements qui sont acquis, ça n'est pas de la monnaie de singe. Il y a une contractualisation qui passe tous les 6-7 ans entre l'État et la région qui s'appelle le CPER, contrat de plan État-région. Dans ce CPER, il figure en toute ligne les 13 millions d'euros de la région et pour le moment, le million, mais qui devrait grossir un petit peu, même si ce n'est pas autant qu'on le souhaite, de l'État. Et c'est ça aussi qui nous a valu, en complément, la proposition du département de nous accompagner à la même hauteur. Je dis ça parce que certains me disent parfois, mais finalement, puisqu'il y a 27 millions de disponibles, pourquoi ne prends-tu pas ces 27 millions et est-ce qu'on capte pourquoi ne captons pas finalement le projet à hauteur de ces 27 millions? Tout simplement parce que en fait, le choix, il est binaire. Soit on a 27 sur un projet qui a une ambition qui est régionale et avec les fédérations, tel que Aurélie vient de le présenter, soit on repasse dans la catégorie, on rénove une patinoire et accessoirement on peut faire peut-être un mur d'escalade, et on repasse dans les phénomènes et dans les mécanismes de contrats classiques des collectivités entre elles, et on a quelques centaines de milliers d'euros. Alors l'argent reste toujours l'argent, qu'il vienne de la région ou qu'il vienne du contribuable, mais c'est aussi une des manières de faire en sorte qu'on capte finalement la participation du bloc local, qu'il s'agisse de la communauté de communes ou de la commune. Par contre, on a effectivement cette manne de 27 millions qui peut, le cas échéant, grossir un peu en fonction des capacités des uns et des autres à consommer avec le bloc local. Voilà, je voulais bien juste réexpliquer ça. Si on fait une patinoire ou une réno classique sur le site existant, malheureusement, la capacité d'accompagnement des collectivités territoriales, régions et États sera limitée à quelques centaines de milliers d'euros. Voilà. Merci. On est dans le délai. Donc je vais commencer. J'ai vu qu'il y avait des premières questions. Je propose qu'on les prenne dans l'ordre. Et puis, Monsieur Fournier, Madame Beaufour, je vous laisse y répondre. Oui. Donc, première question, quels sont les volumes de la salle d'escalade indoor? Elle semble relativement restreinte au vu des programmes annoncés, blocs, difficultés, vitesse. Alors, la salle d'escalade indoor, je prends la parole, hein, je me permets, Monsieur le maire. La salle d'escalade indoor, elle est prévue. Alors, on a travaillé plusieurs options. On a travaillé une option qui fait 1500 mètres carrés et une option qui fait 2000 mètres carrés au sol. Donc là, on est en mètres carrés au sol. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, la salle de l'ENSA doit faire à peu près 1200 mètres carrés. Le topo au Fayet, c'est 1000 mètres carrés. Voilà. Peut-être pour compléter le sujet, c'est une question qui est très importante parce que tu l'as sans doute dit dans ton propos introductif, l'avantage de la salle d'escalade, c'est qu'elle fait partie des rares équipements sportifs qui permettent une rentabilité. Donc, paradoxalement, la voir un peu plus grande est plutôt un gage de meilleures recettes. Et je rappelle que dans les équilibres économiques de cette affaire, il y a certes le niveau de subvention externe pour l'investissement, mais il y a beaucoup, comme tu le rappelais à la fin de ton intervention, la maîtrise des charges d'un côté et l'augmentation du niveau de recettes. Et ça vient par l'escalade. Donc, la tentation de faire quelque chose de trop petit serait sans doute une double erreur. Je continue avec la question suivante qui a un lien aussi, parce qu'on parle de la taille. Quelle est la taille de la piste d'athlétisme? Alors, est-ce que c'est l'actuelle ou la future? Je voulais peut-être répondre sur le sujet. Alors, la taille de la piste d'athlétisme. Aujourd'hui, on est sur une piste qui est à 300 mètres. Et demain, la taille de la piste d'athlétisme devrait être vraisemblablement autour des 250 mètres. Donc, c'est-à-dire légèrement plus petite, car en effet, l'espace est contraint
et il semble difficile de faire plus grand. Mais soyez assurés que je serai extrêmement vigilante au fait de pouvoir de m'assurer que si on peut maintenir un anneau à 300 mètres, on le fera. Par contre, on retrouvera quelque chose de très important, on retrouvera toutes les disciplines que l'on peut avoir aujourd'hui à l'intérieur, c'est-à-dire du basket ou du hand. Merci de cette réponse. Autre question, le bâtiment sera-t-il neutre niveau émission? Alors, neutre au niveau émission, la neutralité sur ce type d'équipement, ce serait mentir que de dire qu'on saura le faire. Par contre, une chose est claire, dans le programme que l'on a travaillé, il y a un point, il y a un chapitre extrêmement important sur toute la partie éco-responsabilité de cet équipement. Demain, cet équipement, il devra être le plus faible possible en émissions carbone. Il devra être le moins énergivore possible et il devra s'alimenter en termes d'énergie par des énergies renouvelables. On va aller chercher, si on peut le faire, on va regarder pour aller chercher de la géothermie, on va aller chercher de l'énergie solaire. Donc, le bâtiment va être travaillé de manière à être le plus éco-responsable possible et il est important de rappeler que ce bâtiment permettra de redonner de la source de chaleur vers la piscine de manière à pouvoir chauffer nos bassins et à réduire les coûts du centre sportif Richard Bezout. Merci. En complément, Aurélie, par rapport à cette question, dire que là, on bénéficie de l'accompagnement des fédérations, qu'il s'agisse de la fédération de hockey sur glace ou de la fédération des sports de glace, qui, elles aussi, ont bien compris qu'on ne construisait pas une patinoire en 2025 comme on le faisait en 1962. En clair, le cahier des charges va être extrêmement exigeant sur ce point-là. Et on va se confronter ou prendre leçon des bonnes expériences menées, pas seulement en France. On nous cite par exemple comme étant exemplaire, même si la taille de Chamonix sera beaucoup plus modeste. Par contre, les choix énergétiques semblent intéressants à Oslo, par exemple. On nous a transmis les éléments constitutifs sur le plan énergétique de cet équipement. Et l'idée, c'est vraiment d'aller prendre les idées partout sur comment construire et faire en sorte que le bâtiment soit le moins possible énergétivore. Aurélie l'a peut-être rappelé dans son propos introductif, l'une des choses qui nous émeut évidemment, c'est le coût actuel de la patinoire. C'est-à-dire qu'on a une patinoire qui est mal actuellement isolée, qui a été faite en 1962 et qui nécessairement coûte, mais elle coûte à un point qui est juste inimaginable. Un jour d'ouverture de la patinoire, c'est 1 500 € de déficit hors masse salariale. Donc ça, vous multipliez ça par 40 ans, c'est pas possible, c'est pas soutenable pour une collectivité. Et donc l'idée véritablement, c'est de faire en sorte qu'on maîtrise les charges. Dire que c'est zéro carbone, je pense que c'est franchement mentir. Je crois que ça n'existe pas. Pour autant, c'est de s'en rapprocher et de faire en sorte qu'on ait des recettes supplémentaires. Je reprends le sujet parce que je sais qu'il y a une forte sensibilité sur les aspects du financement. J'ai évoqué les différents blocs en termes de fiscalité et de participation, la région, le département. Sur le bloc local, il est clair que il nous faut faire davantage de recettes pour faire en sorte que les autres projets menés par la communauté de communes ne soient pas obérés par cette réalisation. Et évidemment, les perspectives doivent être menées sans qu'elles conduisent à une augmentation de la fiscalité locale. Je suis clair là-dessus. Je veux simplement le redire, en tant que maire de Chamonix, ça fait 9 ans que nous n'avons pas augmenté les impôts locaux. Bien, on a fait une mine sur taxe sur les résidences secondaires, c'est exact, mais les impôts locaux n'ont pas augmenté depuis 9 ans. Donc je ne suis pas un adepte de la planche à billets venant de la fiscalité et de l'impôt. En tout état de cause, l'une des contraintes du projet, l'une est environnementale, l'autre elle est évidemment budgétaire, c'est de ne pas faire peser sur le contribuable local cet équipement. Justement, vous me faites une belle transition avec la question suivante.
qui dit: vous parlez uniquement de financement public, donc nos impôts. Avez-vous sollicité ou avez-vous prévu de solliciter des mécènes privés? Aurélie, tu veux prendre le premier élément de réponse ou je le prends comme tu veux? Tu veux y aller. Alors, on peut parler des mécènes privés. En effet, on travaille, on a un très bel équipement situé à Chamonix. On cherche aujourd'hui, la question se pose peut-être de travailler du naming, de travailler des partenariats, parce qu'en effet, il faut aller chercher des partenaires privés. Donc aujourd'hui, on travaille des partenaires privés, que ce soit en escalade et que ce soit en glace. Donc ça, c'est pour la première partie. Après, je te laisse finir. Alors, il y a effectivement le naming et puis il y a des partenariats long terme qui peuvent être faits également et construits sur des hypothèses sur le fonctionnement. Je prends un exemple. Vous avez sans doute vu sur la place du Mont-Blanc, depuis déjà une bonne quinzaine de jours, la construction du mur d'escalade. Ce mur d'escalade, non seulement il prend beaucoup de place, mais il mobilise beaucoup de nos techniciens et il coûte en net chaque année au niveau de la communauté de communes, et ça sera de plus en plus dur à assumer, entre 150 000 et 180 000 euros. Donc ça, c'est un coût de fonctionnement que nous souhaitons durablement nous éviter. À chaque fois qu'il y a un investissement, il faut que cet investissement il soit productif et évite des coûts de fonctionnement. Et on a il faudra qu'il y ait un appel à concurrence par rapport à l'ensemble de ces hypothèses à la fois de naming, le cas échéant, et de partenariat sur le fonctionnement. Mais nous savons que certains équipementiers sont intéressés sur la durée sur une hypothèse de participation à du fonctionnement. Une autre hypothèse a pu être avancée à un moment donné, c'est de dire pourquoi est-ce que finalement vous ne orientez pas vers une maîtrise privée de type délégation de service public. Ça nous semble, c'est la solution totalement privée assez délicat à mettre en œuvre dans la mesure où là, on perdrait complètement la main sur la maîtrise et le contrôle de cet équipement qui, je le rappelle, est pour partie orienté vers le commercial, mais également vers la satisfaction des besoins des adhérents, des sections et des usagers locaux. Donc le bon équilibre est sans doute à trouver par rapport à une hypothèse qui introduit du privé, mais pas qui lui donne les clés de l'équipement. Je vais m'attacher à lire la prochaine remarque qui nous a été posée. Bonjour, je représente une entreprise suédoise qui gère des gros tournois de hockey mondial. Nous gérons des tournois à Chamonix depuis 2016. S'il y a une deuxième piste, on doit pouvoir gérer plus de tournois internationaux tout au long de l'année. La location de glace aide à financer le projet. Si par contre il n'y a qu'une piste, on ne peut pas imaginer faire plus et on sera obligé d'aller travailler avec d'autres villes, qui serait dommage pour nous et pour la ville de Chamonix. En plus, vous allez perdre un partenaire privé qui loue la glace chaque année et qui amène des touristes et sportifs dans les périodes creuses. On travaille avec les hôtels, restaurants, locaux, transports, guides de montagne, etc. S'il y a deux pistes, on doit pouvoir faire plus. S'il n'y a qu'une piste, on sera obligé de quitter Chamonix et travailler ailleurs. On travaille à Helsinki, Stockholm, Prague, Bratislava, donc assez facile pour nous, mais triste pour le hockey en montagne. Est-ce que vous avez des commentaires ? Oui, évidemment, le commentaire, cette analyse, elle est pertinente, mais il nous faut mener les choses de la manière suivante. On a un plan de financement. Le plan de financement, nous l'avons dit, il est pour le moment cranté avec un certain nombre d'aides et une capacité du bloc local qui doit être là aussi évaluée sans pression fiscale ou sans obérer les autres projets communautaires. Il va de soi que l'idée de la deuxième piste, elle est véritablement très intéressante. Mais pour autant, il va nous falloir pour cela attendre le résultat des consultations. Il n'y aurait rien de pire que de lancer une consultation qui soit directement et seulement avec les deux pistes et le mur d'escalade et de ne pas arriver à le financer. Donc c'est la raison pour laquelle la proposition sera d'avoir une possibilité de phasage. L'idée est évidemment d'aller vers la constitution d'un équipement complet, comme Aurélie Beaufour l'a expliqué tout à l'heure, mais là aussi, ça doit se faire en maîtrisant les deniers publics
et l'enveloppe qui est actuellement disponible pour la communauté de communes. Merci. Une question à laquelle je pense qu'on a pas mal répondu, mais je vais quand même m'attacher à la lire. Une participation plus limitée des financements départementaux et régionaux dans le cadre d'une rénovation, certes, mais des coûts probablement moins importants également. Est-ce que vous aviez un commentaire à faire sur cette remarque, même si on a déjà pas mal parlé aussi des financements et que d'autres questions arrivent aussi sur les financements? C'est sûr que plus on fait petit, moins on aura d'investissement ou de fonctionnement, mais le tout, c'est de trouver le bon équilibre entre la satisfaction des besoins, les recettes induites par le projet et la maîtrise des contributions publiques. Si on ne fait qu'une seule glace sans mur d'escalade, on se retrouvera, alors, probablement qu'on fera mieux que cet équipement de 1962, ça c'est évident. Pour autant, on se retrouvera avec un équipement qui restera déficitaire, on n'aura pas réglé la question posée par la personne qui précédemment disait « Ah bah tiens, moi j'organise un tournoi et donc je fais du commercial et donc il n'y aura toujours pas de commercial ». Je rappelle qu'actuellement il y a très peu de commercial hein, puisque le choix de la communauté de communes a été de privilégier les sections sportives locales dans leur diversité. Et puis l'escalade, l'escalade nécessite aussi un certain nombre un volume important de choses. Et puis en fait, en termes de proportion, on n'est pas dans une proportion en disant voilà, le projet on le réduit de moitié, on a la moitié de subvention. On est véritablement dans une échelle de mesure qui est la centaine de milliers d'euros sur un projet de rénovation par rapport aux 13 millions qu'on a actuellement. Donc moi, je mets vraiment en perspective ces données-là parce qu'au moins au niveau de l'investissement, les chiffres qui nous sont annoncés par région et département font que finalement, entre un coût de rénovation de la patinoire quasi à l'identique, sans mur d'escalade, ou le programme qui est proposé, la contribution du bloc local, c'est-à-dire des contribuables locaux, reste la même. Merci. Autre question du coup sur la seconde glace. La seconde piste n'est-elle pas une obligation logique lors de la construction d'une nouvelle structure et afin d'obtenir plus de créneaux de glace pour les licenciés? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on est tous totalement convaincus de la nécessité et du besoin de cette deuxième piste. Clairement. D'ailleurs, elle est prévue au programme. Elle va être probablement dans la mesure où, mais on est toujours en train de rechercher des financements. Si on n'arrive pas à trouver de financement complémentaire, elle sera phasée. Mais quoi qu'il en soit, la dalle sera prévue, les parkings seront prévus en dessous et elle se fera elle pourrait se faire dans un second temps. Mais aujourd'hui, on a toujours bon espoir de trouver les financements nécessaires nous permettant de faire cette glace. Quoi qu'il en soit, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? On ne peut pas se permettre de planter ce projet parce qu'on n'a pas les financements qui nous permettent d'aller chercher tout ce qui est prévu initialement. Donc, la solution de phaser la seconde glace, une deuxième glace, il faut savoir que cette deuxième glace, c'est 18 millions d'euros. La glace, les surfaces, les mètres carrés de glace, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, clairement, notre objectif aujourd'hui, il me semble que moi j'ai entendu une dame qui me disait ça fait bien 2 mandats que vous nous dites que vous allez nous refaire cette patinoire. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Là, on y est. Le programme, il est là. Les financements sont là. Les planètes sont alignées. Donc, ce projet, maintenant, il faut qu'on le lance. Il faut qu'on y aille. Par contre, on ne le fera pas seul. On le fera avec vous. On le fera avec votre soutien. Et la deuxième glace, si on peut la faire, on la fera. Merci. Autre question du coup concernant les vestiaires. Bonjour et merci pour cette présentation. C'est chouette ce qui est prévu pour les sports de glace et l'escalade. Je vois qu'un vestiaire est prévu pour la salle d'escalade. Serait-il possible d'ouvrir ce vestiaire au grand public qui peut courir sur le temps du midi, le soir ou au travers du club de trail du CMBM, mais également pour ceux qui font du ski de fond. Amateurs de footing ou de ski de fond sur le temps du midi comme de nombreuses personnes, j'apprécierais pouvoir prendre une douche près de ce centre sportif et retrouver un espace de restauration ouvert au grand public. Merci pour la prise en compte de ma question.
tout à fait. Sur cet aspect, il faudra qu'on soit malin et qu'on fasse les choses de manière intelligente. Cet équipement, il est prévu avec un certain nombre de vestiaires, que ce soit sur l'escalade ou que ce soit sur la glace. Tous ces vestiaires ne seront pas, sauf dans le cas de compétition, mais ne seront pas en permanence tous pris. De la même manière qu'aujourd'hui, on peut rentrer au centre sportif et aller prendre une douche, on devrait pouvoir demain trouver des solutions pour qu'il y ait des vestiaires qui soient accessibles aux personnes qui sont sur l'anneau de vitesse, qui courent ou qui font du ski de fond. Tout à fait. Il y aura des solutions qui seront trouvées, et il y a un espace de stockage qui est prévu en plus pour les clubs pour accéder à l'anneau sportif. Pour servir sur l'anneau sportif, on trouvera des solutions pour les vestiaires. Je continue les questions dans les 5-6 minutes qui nous restent. Est-ce possible d'utiliser la chaleur des blocs réfrigérants pour chauffer la piscine extérieure et permettre une ouverture estivale plus longue, d'avril à octobre par exemple? Alors oui, le réseau de chaleur peut le permettre, et c'est tout à fait quelque chose que l'on devrait pouvoir faire demain. La grande question qu'il faudra qu'on se pose, c'est d'avoir les MNS nécessaires pour pouvoir ouvrir tous nos bassins, parce qu'on sait que à chaque fois l'été, lorsqu'on ouvre le bassin extérieur, la problématique qu'on a, c'est de trouver des MNS pour venir surveiller ce bassin. Donc augmenter les créneaux, ça devrait augmenter la période. On est déjà passé à 3 mois. On était à 2 mois précédemment. Depuis qu'on a rouvert ce beau bassin de 50 mètres en inox, dont on est très fiers, on a une ouverture sur 3 mois. Et si on peut ouvrir plus longtemps, on le fera. MNS, maître nageur sauveteur, juste pour ceux qui n'avaient peut-être pas l'acronyme. Oui, pardon. Question suivante. J'apprends que la piste d'athlétisme sera réduite. Serait-il possible d'avoir un local un peu plus grand qu'actuellement pour s'équiper pour les sports d'athlétisme, sautoir pour le saut en hauteur? Cela manque quelque peu. Donc, c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes. En effet, il y a un local qui est prévu pour l'athlétisme. Donc, c'est un local pédagogique qui va permettre de mettre tous les équipements, et on regardera si on fait les choses de manière intelligente, on devrait pouvoir avoir des vestiaires qui soient proches de l'anneau d'athlétisme et qui seront accessibles. Okay. Je saute volontairement une question que je vais recouper juste avec la question d'après. Donc, je lis un commentaire. Merci pour la réponse. Donc, c'était par rapport aux personnes qui utilisent la piste. L'actualité est qu'une piste ne suffit pas pour tous les utilisateurs de glace. Donc, si on continue dans ce sens, une piste, rien ne va changer pour les licenciés de la patinoire, car on n'aura pas plus de glace disponible pour eux. On aura un bel outil, mais on va avoir les mêmes problèmes d'heures de glace. Je reprends du coup la question d'avant et je la recoupe avec une autre question parce qu'elles sont dans la même thématique. Tout d'abord, avez-vous la décomposition du chiffre d'affaires moyen annuel qui sera réalisé par la salle d'escalade? Et toujours ensuite sur les finances, vous avez évoqué une subvention d'équilibre actuelle pour la patinoire d'un montant de 1 million d'euros. Pouvez-vous donner des détails sur la décomposition de ce montant? Oui, vas-y. Oui, alors quels éléments là-dessus? D'abord, la décomposition du chiffre d'affaires estimé pour la salle d'escalade, c'est un élément qui est extrêmement important et qui doit donner lieu à des expertises complètes. On est en train de les mener à la fois en interne avec Jean-François Coquard, le directeur des sports, et son équipe. Je ne sais pas si Jean-François est avec nous, il pourra en dire un mot, mais également avec l'appui de partenaires et de prestataires extérieurs, et cela pour l'ensemble des scénarios, c'est-à-dire le scénario à 1500 mètres carrés et le scénario à 2000 mètres carrés. Parce qu'effectivement, donc l'espace est différent et la commercialisation des espaces est différente. Donc on va pouvoir, et ça sera fait dans la phase suivante, vous donner une estimation la plus précise. Les consultations pourront être faites. Jean-François a déjà des chiffres, il pourra déjà vous les donner. Sur les coûts de fonctionnement actuels, j'ai évoqué le coût de fonctionnement de la patinoire sans salle d'escalade, puisque nous n'en avons pas. La patinoire, selon la direction des sports, c'est 1 500 € par jour de coût de fonctionnement hors masse salariale. Donc ça représente en gros entre 450 et 500 000 €, auquel on vient
les éléments qui sont liés à la masse salariale et tous les éléments qui sont liés à la maintenance ou à la réparation d'une patinoire qui est totalement obsolète. Je prends un exemple. Cette année, la communauté de communes a dû mettre 150 000 € pour la rénovation des balustrades, tout simplement parce que les barrières ne fermaient plus et que nous risquions de perdre les agréments en matière de sécurité et la capacité à accueillir des matchs. Donc, c'est pour vous dire, l'État, ça c'est véritablement de l'argent qui est jeté par les fenêtres et qui est inutile parce que c'est de l'invest, mais c'est de l'invest mal placé et mal réalisé. Le détail des coûts de fonctionnement, on pourra vous les mettre en tableau entre la masse salariale, les éléments également constitutifs des coûts énergétiques, comme je viens de l'évoquer. Si Jean-François veut compléter mon propos, s'il est avec vous. Moi, je vais vous redonner, Jean-François vient de me donner les informations et en effet, dans mon propos initial, je vous parlais d'1 million d'euros que la communauté de communes remettait dans cet équipement annuellement et en effet, on est sur les 500 000 d'investissement, les 500 000 de coûts de fluide et d'énergie, à peu près 400 000 € de masse salariale et 100 000 € qui sont investis annuellement à perte. C'est de la maintenance, c'est de la petite maintenance, le petit matériel, refaire un compresseur, refaire les balustrades, etc. Donc, en effet, on est sur un équipement qui est à bout de souffle et qui arrive en bout de vie, en fin de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coût maintenant, c'est pas du tout ça. Mais par contre, il faut mettre en perspective l'aspect recettes-dépenses des deux infrastructures. Et là, il faut préciser aussi que la nouvelle infrastructure, on est sur un marché global de performance, donc on fait travailler plusieurs équipes. Une équipe qui va construire, une équipe qui va travailler l'architecture, une équipe qui va construire le bâtiment, et derrière, dans un marché global de performance, vous avez 5 ans de maintenance. Donc, c'est-à-dire que on est assuré pendant 5 ans, ça fait partie du projet, que le bâtiment sera maintenu correctement et le mainteneur, il challenge le constructeur pour qu'on ait des matériaux qui tiennent la route, pour que la construction, elle soit faite correctement, et il est aussi tenu à une ligne énergétique qui doit être tenue, des dépenses énergétiques qui sont dans des créneaux qui leur sont imposés avec un tunnel de 5% qui ne peut pas être dépassé, sinon il y a des frais des pénalités. Voilà. Nous allons prendre donc 2 dernières questions et après, je vous relaisserai la main pour la conclusion. Les 2 questions qui concernent toujours le financement et puis après, on passera à la conclusion. Les investissements évoqués intègrent-ils le coût du parking? Et deuxième question, il semblerait que le coût global du PESM soit de 58 millions achetés hors taxe, financés par l'argent public, 50% par la commune et les autres 50% par l'État, région, département. Les frais d'études actuellement engagés pour 800 000 € font-ils partie du budget global? Donc, ces 2 dernières questions, est-ce qu'on peut répondre de manière courte pour tenir le timing, si cela est possible? Merci. Alors, la deuxième question, c'est oui, les frais d'études, ils sont toujours dans le budget global, évidemment. Le 58, je rappelle qu'on est en phase de consultation, et nous, on n'est pas encore, mais l'idée, c'est d'aller à une phase de consultation, et puis c'est de faire en sorte qu'il soit challengé, ce coût. Et l'autre question, c'était la première. C'était, est-ce que les investissements évoqués intègrent-ils le coût du parking? Non, la réponse est non. Le parking est une opération distincte, avec un budget distinct, parce que en fait, l'idée de ce parking, c'est que ce n'est pas un parking qui est réservé à l'usage de la patinoire, c'est bien un parking qui aura une mixité d'usage. Si on veut que là aussi l'investissement public soit à peu près cohérent, il faut aussi se dire que ce parking, il est à 2 pas du centre-ville et qu'il aura une utilisation forte. Moi, je suis un partisan du travail sur les solutions de transport collectif. Pour autant, l'idée de créer quelques centaines de places supplémentaires à proximité du centre-ville est nécessaire. Et donc, ça sera bien. C'est comme ça qu'on arrivera à l'équilibre et à une rentabilité, là aussi, de ce parking qui serait financé sur le budget propre parking de la collectivité communale, cette fois-ci.
Eh bien, merci à tous pour vos questions. Merci pour votre attention. Merci aux intervenants aussi qui ont pu du coup présenter ce projet et répondre à toutes vos questions. La concertation, de toute façon, continue aussi d'une certaine manière car il y a le site internet du projet. Vous le voyez affiché sur votre écran et je vous l'ai remis également dans la barre de conversation. Voilà, n'hésitez pas à le consulter, il sera aussi régulièrement mis à jour. Et comme le rappelait aussi Madame Beaufour au moment de la présentation du calendrier, bien évidemment, on en est au début du projet. C'est une première démarche de concertation volontaire. Donc, le projet va continuer. Vous serez tenus informés. La concertation continue évidemment. Monsieur Fournier, je vous laisse le mot de conclusion. Oui, juste un mot, peut-être, c'est pour vous dire que moi, j'ignore pas la complexité de ce type de projet. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui peut sembler étonnant dans le temps qui s'écoule entre le lancement d'un projet, la recherche de financement, je le rappelle, il y a déjà plus de 8 ans qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, et puis le temps de la finalisation des grandes options. Le temps qui s'écoule, il est pratiquement incompressible dans la mesure où un projet comme celui-ci ne peut pas être porté seul par une collectivité, quand bien même elle s'appelle Chamonix ou Vallée de Chamonix, sauf à refaire et à refaire en dégradant le mode d'équipement du territoire. L'idée vraiment, là, c'est d'assembler les énergies en gardant le potentiel de cet équipement pour à la fois nos habitants, nos pratiques locales, mais également pour l'écosystème qui est très important pour nous, avec les écoles de formation que sont l'École nationale des sports de montagne, l'École militaire de haute montagne, l'ensemble des formateurs également guides. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais tout le pôle escalade qui actuellement ne trouve pas d'horaire et de capacité à exercer. Alors effectivement, il faut faire une balance et un équilibre très fort entre la capacité de financement, l'acceptabilité sociale du projet. Là aussi, on n'en a peut-être pas dit beaucoup, mais certains me disent, mais il y a d'autres priorités. Oui, mais les 27 millions d'euros, là, par exemple, que nous avons trouvés, ce n'est pas 27 millions qui sont donnés à la communauté de communes ou à la commune, c'est 27 millions d'euros qui sont donnés pour ce projet, c'est-à-dire qui sont fléchés véritablement sur ce projet-là. Je le redis parce que je comprends qu'on puisse dire, tiens, faites-moi plus de trains ou plus de logements, ou plus de... Ça n'empêche pas le développement des autres priorités. Et moi, je reprends le propos d'Aurélie, c'est que se passe-t-il si on ne fait rien? Je pense qu'il nous faut un équipement qui soit à la mesure de Chamonix, ni trop petit, ni trop grand. On ne veut surtout pas être dans le gigantisme, mais par contre, faire quelque chose qui serait véritablement trop réduit, malheureusement, nous coûterait aussi cher en investissement et ne satisferait pas les besoins d'usagers. Et je pense qu'en fonctionnement, on aurait des pertes qui seraient significatives. Donc, à construire, à continuer à échanger sur ces sujets, parce qu'il ne s'agit pas d'y aller à la hussarde et sans tenir compte de l'avis de la population, mais il s'agit véritablement de nous positionner par rapport, et j'espère que chacun saura le faire, indépendamment de la période qui s'annonce dans les prochains mois, s'approprier ce projet et en faire une priorité pour la suite, pour Chamonix et sa vallée. Merci beaucoup en tout cas pour cette organisation. Je remercie vivement Aurélie pour la présentation qui a été faite et l'ensemble des acteurs techniques de cette préparation de concertation. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci à nos internautes. Merci à tous, bonne soirée. Bon.